On a toujours été vus comme les Français qui ont du mal un peu à vendre leurs produits quand on était aux US, quoi. À chaque fois, on nous disait non, mais c'est génial votre truc, faut mieux le vendre. J'ai mis un peu de temps à dire à Cédric que Show WebGL, c'était pourri comme nom. J'osais pas trop, tu vois, mais là, ça va pas marcher, quoi. En plus, à l'époque, j'étais quand même un peu geek et un peu hostile. Donc. Bref, j'ai passé 10 jours à chercher un nom et donc je suis arrivé sur Sketchfab. J'ai lancé le 26 mars. Et du coup, moi, j'avais le journaliste Bart qui me disait le site est down, il faut que tu rétablisses ASAP, sinon je retire l'article, quoi. J'ai harcelé Cédric qui normalement répond toujours parce qu'il est toujours en ligne et là, il était à la maternité donc il répondait pas. Mon beau-frère est boucher, donc j'ai scanné dans sa boucherie un train de côte, donc c'est une carcasse de viande comme ça, et que j'avais mis à vendre. J'étais, mais qui va acheter ça? Ce truc, je le vends, mais une fois par mois. Février 2012, on a été approché par une boîte qui voulait nous racheter. Dès le début, constamment, les Google, les Facebook, les Amazon. Enfin, Google et Microsoft ont shut down, et d'ailleurs, Google a emailé toute sa user base pour dire, bon, les gars, on ferme, mais vous devriez utiliser Sketchfab. Ah ouais. Putain, la street crédibilité. On est devenu rentable et en gros, on est immortel et enfin voilà, on a gagné, quoi. Votre produit, il est disponible partout. Hello et bienvenue sur The Anima Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alban et Cédric, les cofondateurs de Sketchfab. Si vous travaillez dans la 3D, que ce soit dans le jeu vidéo, les effets spéciaux ou l'animation, vous avez forcément utilisé leurs produits. En l'espace de 10 ans, ils ont construit un produit qui est utilisé partout dans le monde et une communauté hyper active. Dans cette conversation passionnante, ils nous parlent des coulisses de leur développement, des moments un peu clés où ils ont dû forcer des portes pour le développement de leur entreprise, et nous livrent aussi que le chemin n'est pas toujours facile et qu'il a fallu à plusieurs reprises s'armer de courage. Il y a 2 ans, Epic Games rachète Sketchfab, et vous en connaîtrez un peu plus sur les dessous de ce rachat. J'espère que cette conversation vous plaira. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Merci infiniment pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente écoute. Alban, Cédric, bienvenue sur The Anima Show. Merci. Ça me fait très plaisir que vous soyez là. Quel est le plus grand enseignement que vous retenez de l'aventure Sketchfab ? En tant qu'entrepreneur et français dans la tech, je dirais que c'est l'importance de la distribution. Et en France, on a un peu tendance à être très bon en technique et à se dire si je fais un super produit, le reste suivra et les users seront assez intelligents pour se rendre compte qu'il est magnifique notre produit. Et l'Amérique, c'est un peu l'inverse. On fait beaucoup de marketing et on vend la fusée avant de la reconstruite et on se dit que ça marche comme ça. Et en fait, il faut les deux. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, à Sketchfab, on a beaucoup travaillé sur la distribution, enfin à la fois d'un point de vue techno pour que le produit marche et que ce soit seamless, l'interopérabilité entre les plateformes, mais aussi d'un point de vue bizdev, faire plein de partenariats, être intégré partout, de telle sorte que le produit, en fait, quel que soit le produit que tu fais, que ce soit de la bouffe, des chaussures ou un produit techno, il faut le distribuer et idéalement d'une façon qui ne te coûte pas 1 euro à chaque fois que tu essayes de gagner 50 centimes. Ouais. Et donc distribuer de façon scalable sans que ça te coûte un bras. Et nous, on n'a quasiment jamais dépensé d'argent en marketing et notre produit était distribué partout parce qu'il était intégré avec tous nos partenaires qui le distribuaient eux à leurs users qui étaient nos target users idéaux, quoi. Et je pense que c'est une des grosses raisons de cet enseignement-là. Ouais. Intéressant, super. Alban, Cédric, ton côté. Non, mais ouais, c'est vrai. Je rejoins Alban sur la partie du début où clairement on est parti d'un produit technique sur lequel en fait on a fabriqué après plusieurs features pour que les users puissent faire pas mal de choses avec. Ouais. Et c'est vrai qu'on a toujours été vus comme les Français qui ont du mal un peu à vendre leurs produits quand on était aux US, quoi. Enfin, Après, ça s'est beaucoup amélioré, mais c'est vrai qu'au début, on a eu pas mal ce truc-là. À chaque fois, on nous disait non, mais c'est génial votre truc, faut mieux le vendre. Ouais, il y avait un peu ce côté. Il n'est pas super bien marketé, mais par contre, le produit est canon. Le produit marche bien, c'est bien, et en fait, il faut apprendre à le vendre, quoi. Au début, on avait un peu ce biais d'être un peu français. Hein. Alors, juste pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Sketchfab, mais bon, assez peu, je pense. Sketchfab, c'est une plateforme qui permet de publier et de trouver des modèles 3D. Ces modèles 3D, vous les rendez possibles, en tout cas visuellement, parce que vous avez créé votre propre lecteur 3D qui est allégé aussi et qui s'embed sur de nombreux autres sites. Puis vous avez noué des sacrés partenariats et ça fait partie des étapes un peu jalons que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui
sur l'aspect entrepreneuriat, quoi. Vous avez trouvé des partenariats avec des grands groupes, hein. On parle de Google, Microsoft et consorts, qui ont justement distribué ce produit Sketchfab à tous leurs utilisateurs. Et les utilisateurs, on parle d'entreprises comme d'individus qui ont besoin de travailler sur des modèles 3D, les partager, collaborer dessus pour en faire soit des productions VFX, soit des jeux vidéo, soit de l'animation ou soit de l'architecture, quoi. Voilà, l'idée c'est ça. Et donc moi, à titre personnel, je suis super content de vous recevoir ici parce que j'ai suivi votre histoire depuis les débuts. On parlait de ça tout à l'heure avec Alban. Vous avez démarré dans un incubateur qui s'appelle le camping, voilà, le fameux camping du Sentier. On est tous passés par là. Moi, je suis passé quelques années après vous dans cet accélérateur. Et puis on s'est revus à plusieurs endroits, notamment à New York quand on était tous les deux là-bas. Et c'était un plaisir de voir tout le chemin qui a été parcouru, puisque Sketchfab, et je le dis aussi, a été racheté par Epic Games en 2021. 10 ans après, en fait, après sa création en 2011. Donc je reviens juste avant tout ça à la création. Comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui est venu le premier avec l'idée? Et puis comment aussi le troisième, parce qu'on le salue, Pierre-Antoine, est venu s'ajouter à l'équipe. C'était un peu long, mais il fallait remettre un petit peu le cadre. Vas-y, Cédric, c'est toi qui as commencé. Donc le début du début, ça s'est passé en fait où je faisais de la presta pour des gens qui voulaient faire un espèce de configurateur de voiture pour un jeu. D'accord. Et en fait, ils voulaient pouvoir avoir des missiles qui se mettent sur la voiture, qui s'enlèvent, etc. Tout au début, en fait, je travaillais avec un artiste et je voulais que lui puisse uploader ses fichiers et vérifier que tout marche bien, en fait. Un artiste 3D, quoi. Ouais, un artiste 3D. Donc du coup, en fait, pour ça, on passait par Blender. Donc lui, il faisait en fait ses fichiers dans Blender. Il uploadait en fait un fichier .blend. Ouais. Derrière, on avait un PHP qui lisait le truc, qui passait ça dans Blender, qui ressortait en fait un fichier statique avec un site web, donc où il y avait juste le site statique avec une URL pour qu'il puisse vérifier en fait ses datas, quoi. Donc ça, c'est vraiment le début du début. C'est comme ça qu'il y a eu le premier prototype de j'upload un fichier 3D qui était un fichier Blender et je le visualise. Et après, à partir de ça, j'ai commencé à réfléchir, à me dire oh, mais ça pourrait être pas mal. Il y a PSBin, il pourrait y avoir PS3D, ou des trucs de ce genre en fait, où grosso modo, tu uploades un fichier et tu peux le visualiser. Tu vulgarises un petit peu là sur ce point. En gros, c'est des fichiers. Alors, ouais, la 3D, c'est un média qui est assez complexe parce qu'en fonction de ce que tu veux faire, tu n'utilises pas forcément le même format de fichier. Donc, typiquement, si tu fais de l'architecture, tu vas utiliser certains softs qui vont sauvegarder des fichiers à un certain format. Oui. Si tu fais du jeu vidéo, tu vas potentiellement fabriquer des fichiers FBX ou d'autres que tu vas utiliser. Et en fait, dans ces fichiers-là, il n'y a pas forcément exactement les mêmes datas. Parce que des fois, tu as besoin en fait, que le fichier 3D représente quelque chose de graphique. Ouais. D'autres fois, tu vas vouloir qu'il représente de la physique ou qui store des informations pour les masses, pour de l'architecture. Ouais. Et donc du coup, en fonction de ça, la complexité derrière de comment tu lis ces fichiers-là et qu'est-ce que tu en fais, c'est pas le même job derrière. D'accord. Moi, venant du jeu vidéo, en fait, ce qui m'intéressait, c'était principalement la partie artiste 3D classique jeu vidéo, ou en tout cas originaire de ça, pour qu'ils puissent reviewer leurs fichiers. En partant de ça, après, je me suis dit, je peux peut-être agrandir le scope et avoir plein de fichiers différents, et donc du coup avoir des convertisseurs sur tout un tas de fichiers. Il y en a qui sont complexes et que j'ai pas fait, mais voilà, c'était un peu ça l'idée. Ok. Donc il y a plus de 30 formats de fichiers 3D, alors qu'il y a moins de 10 formats de fichiers son ou vidéo, par exemple. Donc c'est beaucoup plus fragmenté que toutes les autres. C'est énormément. L'univers de la 3D que l'univers du son ou de la vidéo, etc. Tout à fait. D'accord. De l'image. Donc en partant de ça, j'ai itéré un petit peu sur ce concept-là, et puis en fait après j'ai fait un peu de freelance avec Stupéflix en side project. Je continuais en fait. Et comment vous êtes rencontrés, Alban et toi, ça s'est passé? Ça s'est justement passé chez Stupéflix. Ah d'accord. Puisqu'en fait ils ont fait une crémaillère. Et puis en fait on s'est rencontrés à ce moment-là puisque Alban connaissait quelqu'un. Je m'étais incrusté pour des ans de crémaillère de leur nouveau bureau vers Saint-Lazare. D'accord. Moi, je faisais de la sculpture, donc je parlais un peu d'impression 3D. Je venais de découvrir l'impression 3D. Ouais, c'était le début de MakerBot, quoi. Et donc tout le monde disait, t'as vu l'impression 3D, on va imprimer nos tasses et tout. Et quelqu'un m'a dit, si ça t'intéresse la 3D, tu devrais parler à ce gars là-bas dans le fond, il fait de la 3D. Et ce gars, c'était Cédric, quoi. D'accord. Et donc il avait jamais entendu parler d'impression 3D. Mais alors, je me dis, je bosse sur un truc, si ça t'intéresse,
on en reparle, on déjeune ensemble. C'est assez fou. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait vraiment l'instinct de... Bah, moi, je fais de la sculpture, de la 3D, et puis là, il y a les impressions 3D qui arrivent. Et c'est vrai que c'était une grosse tendance et tout, qui s'est un peu baissé, mais en tout cas, c'était une innovation, quoi. Et toi, qui étais en train de faire la même chose, mais digitalisée, et là, se rencontre deux destins, quoi. Ça, c'est assez fou, quoi. Donc de là, finalement, on commençait à dire, bah, on se revoit, on prend un café, j'imagine, et puis les choses, de fil en aiguille, finalement, se matérialisent autour d'un projet, quoi. Ouais. Qui avait déjà un nom, déjà, à l'époque, Sketchfab. Show WebGL avec deux W. Show WebGL. Ouais, il y a une histoire, mais D'accord. bon, ouais. Et il y avait déjà un proto, mais moi j'étais le premier gars non technique à qui Cédric en parlait et qui s'intéresse au truc, quoi. Ouais. Et lui, il montrait ça surtout à des artistes 3D ou à des devs. Et du coup, moi, j'ai juste proposé d'aider sur tout l'aspect non technique. Et puis, en fait, Cédric l'avait pas launché, quoi. Oui. Et donc, on s'est dit, le produit était là. Il y avait un MVP. On s'est dit, bah, on peut le launcher. Et annonçons-le publiquement au monde. Et après, on va voir s'il y a des users. On verra advienne que pourra, quoi. Et vous vous souvenez de ce moment où vous avez fait les premières c'était annonces il y a pile 12 ans. Donc, c'était le 26 mars 2012. D'accord. Donc vraiment à une semaine près, il y a 12 ans. Et ouais, on se souvient très bien. Bah, donc on avait, enfin moi, j'ai mis un peu de temps à dire à Cédric que Show WebGL c'était pourri comme nom. J'osais pas trop, tu vois, mais ça va pas marcher, quoi. C'est bon, t'as fait ton post en Non, thème. non, mais en plus, à l'époque, j'étais quand même un peu geek et un peu hostile. Donc, tu l'as plutôt bien pris. Hein. ouais, non, je l'ai plutôt bien pris. Oui, j'étais hostile, mais ouvert. Le truc, c'est que moi, j'avais zéro crédibilité. Enfin, tu vois, moi j'avais jamais monté de boîte, donc j'avais zéro crédibilité. Je sais pas pourquoi Cédric m'a fait confiance. Je pense que c'est juste que je m'intéressais au truc, donc ça lui plaisait. Et bref, j'ai passé 10 jours à chercher un nom, et donc je suis arrivé sur Sketchfab, qui était dispo en .com. Donc on a lancé le 26 mars, et c'était vraiment on était les premiers à faire ça, quoi. Donc, en fait, dès le début, on a été couvert par Blender Nation, qui est le blog de la communauté Blender. Et donc, on a eu un article. Je rappelle, est un logiciel open source, donc effectivement très actif. Ouais. On a toujours été assez proche en fait de cette communauté-là, puisque le début en fait du projet a commencé notamment aussi avec. Donc il y a eu pas mal de. Et donc ça, c'était le 9 mars 2012, et premier article. Donc Cédric était à la maternité parce qu'il venait d'avoir son premier fils. Et le site a craché tout de suite avec l'article. Super, quoi. Alors qu'il n'y avait que 5 visiteurs concurrents, quoi. Et 50. Et du coup, moi, j'avais le journaliste Bart qui me disait le site est down, il faut que tu le rétablisses ASAP, sinon je retire l'article, quoi. Ouais. Moi, j'ai harcelé Cédric qui normalement répond toujours parce qu'il est toujours en ligne. Et là, il était à la maternité, donc il répondait pas. Et finalement, au bout de 2 heures, il a répondu, le site était back. C'est comme ça qu'on a eu nos premiers utilisateurs. Les premiers utilisateurs, quoi. Ouais. C'est ça qui est fou. Bon, on fast-forward un petit peu, mais donc du coup, vous passez par plusieurs accélérateurs. On a parlé de Numa en France. Ensuite, vous êtes allé à Techstars. Vous étiez une des premières boîtes françaises à faire Techstars. Ouais, peut-être la deuxième. Ouais. Mais entre les deux, il y a eu un autre. Il y a un autre accélérateur qui était WebForward, qui est l'accélérateur de Mozilla, qui n'est pas connu, qui n'existe plus depuis, et qui marche. Tu peux pas upplayer, ça marche par cooptation. Donc c'est eux qui identifient des boîtes qui utilisent leur techno. En l'occurrence, WebGL, c'était lancé par Mozilla. D'accord. Donc c'est eux qui nous avaient invités. Et juste pour la petite histoire, et donc c'est un programme accélérateur normal, 3 mois machin. Sauf que c'est un programme remote en fait, où normalement juste à distance, ouais. Et nous, on a dit non, mais nous, on vient. On vient. Mais il n'y a pas de place pour vous. On s'en fout, on vient. Du coup, on a débarqué à San Francisco. Et on a show up au siège de Mozilla. Et ça, mais il n'y a pas de place pour vous. À San Francisco ? Ouais, on a passé 2 mois dans le lobby de Mozilla. Dans l'entrée, on était là. Dans l'entrée, il y avait les canapés, on rentrait à l'entrée, on mangeait les snacks et on squattait là toute la journée, quoi. Mais ça, c'est super, quoi. ça. Ouais. Quelle anecdote d'entrepreneur, quoi. C'est vraiment, il faut qu'on aille. Et puis, c'était The Place to Be, effectivement, à San Francisco. Ça l'est toujours aujourd'hui, d'ailleurs, mais c'était vraiment The Place to Be pour une start-up. Donc super move. Je savais pas ça. C'est notamment grâce à ça qu'on était près de Techstars, parce que le directeur de WebForward connaissait la directrice de Techstars, et donc c'est lui qui nous a coopté pour être pris, parce qu'on était la seule boîte française du batch. Il y avait 2000 applications et il prenait que 10 boîtes. Donc c'était dur de rentrer à Techstars, quoi. Du coup, Techstars New York, où là, vous rentrez dans une autre dimension, parce que faut bien se rendre compte, à l'époque, et ça remonte à 10 ans, quoi, il n'y avait pas autant de maturité sur l'univers tech, start-up, et vous faisiez un logiciel à destination des créatifs, avec tout un enjeu technique un peu deep tech, finalement, sur la 3D, pour que ça existe sur le web, quoi. Et tout ça, c'était...
le bon cocktail qui intéressait les Américains en quelque sorte. Et vous arrivez là-bas, et là c'est une nouvelle matrice quoi. On rentre aux États-Unis avec. C'était East Cold à l'époque. Non, c'était bien avant. C'était même avant celui qui était avant East Cold, mais c'était Nicole qui était une des premières de Techstars à Boston, et il y avait Eugène qui lui était un ancien justement qui avait bossé chez Pixar, enfin en animation en tout cas. Et donc Nicole, elle a acheté le projet parce que comment il s'appelle, Pascal, le directeur de Web Forward backait, et Eugène il a acheté le projet parce qu'il avait fait de l'animation avant justement. Ah bah, donc on en revient à l'animation, c'est ça qui est génial. Donc en fait lui-même avait compris tout de suite l'enjeu qu'il y avait. Il a compris la value proposition quoi, et que ça lui plaisait. Il voyait qu'on était legit, enfin en tout cas Cédric était legit sur le produit. Et donc voilà, il nous a donné notre chance. C'était quand même pas évident au début parce que clairement, fallait forcément tomber sur des gens qui étaient un peu sensibles au sujet, quoi. Ouais. Parce que déjà à l'époque, WebGL c'est le début du début, donc ça marche pas encore sur iOS. Ça marchait pas en fait, ça marchait que sur les versions alpha des navigateurs. Ouais. Donc t'envoyais un lien, que ce soit un journaliste, un VC, un partenaire, ils disaient mais ça marche pas chez moi. Je disais bah si, tu installes Chrome Canary. Les feature flags. Tu dois activer, tu vas dans les settings, et tu fais 22 clics et tu peux activer WebGL. Et tu dis mais je vais pas faire ça. Je dis mais pourquoi? Et puis là ça s'arrête là, tu vois, parce que les gens font pas ça, ils vont pas modifier leur browser. Ah non, c'était vraiment le début. Ouais, mais ce qui est génial, c'est que fast forward à nouveau, on se retrouve là dans les années 2019, 20, 21 et ainsi de suite, où votre produit, il est disponible partout. Et c'est ça qui est assez incroyable en termes de résilience. Et là, je parle vraiment sur l'aspect boîte, etc. C'est que de ces moments-là où vous tirez des couacs énormes, parce que quand tu envoies à des journalistes, voici notre produit, et qui sont incapables de le lire, c'est quand même la loose, quoi, faut le dire. En fait, aujourd'hui, tu vas sur Photoshop, tu as ton SketchUp qui apparaît. Ouais. Donc déjà, pour ça, les gars, gros pouce en l'air. Et du coup, j'en arrive à cette dernière phase qui est assez importante et ça va intéresser l'audience notamment, c'est sur votre contribution auprès de cette industrie de la 3D, jusqu'au point où vous vous faites identifier par Epic Games. Hop, petit temps mort juste pour vous parler de nos sponsors 22D Music qui accompagnent depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Toon Boom qui édite des logiciels d'animation 2D, de storyboard et de gestion de la production. Un petit clin d'œil aussi à Écran Total, notre partenaire média, qui est la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Merci à eux, retour à la conversation. D'ailleurs, je vais donner quelques chiffres importants. Mais Sketchfab, c'est quand même 15 millions d'utilisateurs. C'est 6 millions de fichiers qui sont partagés, donc du coup, et créés par la communauté, etc. Bon, ça, c'est sur l'aspect funding, mais je vous ai levé jusqu'à 12 millions, il me semble. 12 millions, ouais, c'est 12 millions de dollars. Le géant qui vous rachète en 2021. Un peu plus gros, ouais. D'ailleurs, je reviens sur les fondateurs d'Epic, mais c'est Tim Sweeney et Mark Rein. En 1991, donc 20 ans plus tôt, votre création à vous. C'est ça qui est ouf. Donc la grande sœur qui vient acheter la petite sœur et qui dit, voilà. Et à la grande sœur, ce qui est de fou, c'est que c'est quand même 8 milliards de CA pour 8000 personnes. Donc, c'est un peu moins pour un peu moins, mais... Bon, ce que j'ai lu, mais du coup, bon, peut-être que vous avez les vrais chiffres, mais c'est un peu de cet ordre-là. Ouais. Ce qui est complètement démentiel. En termes de boîte, faire autant de CA pour un nombre limité, finalement, c'est impressionnant. Et c'est surtout Fortnite, le jeu qui continue à bouleverser la culture dans le monde, parce que y a près de 60 millions de joueurs actifs mensuels sur ce jeu en ligne, où tout le monde vient, en tout cas la jeune génération vient jouer. Tout ça pour dire... à quel moment s'est passée cette rencontre avec Epic Games et comment en fait vous avez identifié et tout, ça m'intéresse. Ouais, non, là c'est Alban. Hein. Alban, il a toujours été hyper fort sur le network. C'est une longue histoire, mais ce qui est marrant, c'est que nous, dès le début, dès le day one, tu vois, on s'est rencontrés en janvier, dès février 2012, on a été approchés par une boîte qui voulait nous racheter. Ah ouais? Dès le début, constamment, les Google, enfin, au début, c'est marrant, c'est qu'il y a eu plusieurs phases, mais... Vous étiez courtisé constamment, ouais, en fait. constamment. Ouais. Première phase, c'était plutôt les gens du logiciel de création, donc les Autodesk, les Adobe, les Dassault, enfin, donc le truc qui faisait sens. Et donc ça, c'était quand au début, on était juste un outil. Et après, on a levé notre série A, on a grossi, on est devenu une communauté, une librairie de contenu, et là, on est devenu intéressant pour les Google, les Facebook, les Amazon. Et donc, pendant longtemps, on a pas mal parlé avec ces gens-là. Et après, quand on s'est mis à monétiser, et donc à optimiser pour les revenus plutôt que pour la growth,
on est redevenu intéressant pour les outils. Et donc là, on s'est remis à se faire contacter par les Unity, les Adobe, tout cela. Et rarement Epic, en fait. Et nous, on était vraiment dans la démocratisation, rendre le contenu 3D mainstream, alors que Epic, c'est vraiment, c'est des puristes du AAA. Ils veulent du 8K resolution, le meilleur jeu. Ouais. Eux, c'est le desktop et pas le web, et c'est la crème de la crème. Ils préfèrent que ce soit lent mais beau, quoi. Et nous, on préfère que ce soit rapide, enfin que ce soit beau, mais on optimise fonctionnel, quoi. Ouais, fonctionnel. Ouais. Et en fait, comment ça s'est passé? Je les voyais quand même. Moi, je connaissais assez bien Marc Petit, qui était le general manager de Unreal Engine, qui est français. Et nous, il nous avait contacté au tout début, dès 2014. Je pense que c'est Sébastien Deguy, le CEO d'Allegorithmic, qui a été racheté par Adobe, qui lui avait parlé de nous. D'accord. Et bref, on s'était parlé, et Marc, il avait investi dans 2 de nos concurrents principaux, Verold et Clara. Ok. Et chaque année, on se voyait, on partageait un peu on se voyait au SIGGRAPH ou à la GDC, et à chaque fois, on se faisait un peu des blagues et on se comparait, machin. Et sauf que nous, on est devenus on a déboîté Verold et Clara, qu'on est devenus beaucoup plus gros qu'eux. Et en fait, en 2020... Bon, il y a plein d'étapes, mais en 2020, c'est devenu assez clair qu'on était vraiment devenu le market leader. À la fois Google et Microsoft avaient créé des plateformes concurrentes en 2016, donc vraiment des copies de Sketchfab qu'ils ont tous les deux fermées en 2020, après avoir constaté qu'ils n'avaient pas réussi. À vous rattraper dans la course, quoi. Et en 2020, en 2020, on est devenu rentable par ailleurs. Et moi, en fait, tous les 3 mois, j'envoyais un peu un mail d'update à tous nos gros partenaires. Actuels ou potentiels, qui étaient tous des acheteurs potentiels par ailleurs. Qui étaient des Microsoft, voilà. Google, nous, on était, Meta. Mais nous, on était de fait partenaires avec tous ces gens-là. On a des intégrations produits avec tous, sauf avec Epic. Et bref, début 2021, janvier 2021, j'envoie mon update qui recouvre le Q4 2020. Et là, je dis, je liste les good news. Google et Microsoft ont shut down. Et d'ailleurs, Google a emailé toute sa user base pour dire, bon, les gars, on ferme, mais vous devriez utiliser Sketchfab. Ah ouais. Ça, c'était la grande classe. On est devenu rentable et en gros, on est immortel. Et on a gagné, quoi. Et du coup, la marque répond à cet update et dit, parlons-nous, vous avez l'air d'avoir bien progressé. Et là, on catch up, et là, en gros, il nous dit que... du coup, on lui raconte tout ce qu'on fait, et qu'on a... Vous allez jusqu'à... Non, là, c'était par call. C'était en call. C'était au moment du Covid, donc il n'y avait plus de in-person. Par ailleurs, nous, à la base, Sketchfab, c'était que du partage public, mais... En 2020, on a lancé Sketchfab for Teams, qui était notre outil de partage interne. Donc, c'était un Sketchfab, mais pour l'intérieur de ta boîte, quoi. Donc, un Digital Asset Manager pour la 3D. Donc, ça faisait la même mission, mais plutôt que de diffuser de la 3D des créateurs au reste du monde, c'était diffuser de la 3D des créateurs en interne au reste de la boîte. Dans le studio, ou dans le... Ouais. Et bref, je lui explique ça, et il me dit, mais ça serait trop bien pour notre industrie. Tout le monde a besoin d'un DAM pour la 3D. Et par ailleurs, nous, on a un gros business de configurateurs, notamment dans l'automobile. On a plein de clients non gaming. Unreal Engine est en train de développer tout un business hors gaming pour l'architecture, la voiture, etc. Et tous nos clients nous demandent une solution web, en fait. Et nous, on discardait le web parce que ce qui comptait pour nous, c'était la qualité. Mais eux, ce qui compte pour eux, c'est le reach. Ouais. Et en fait, vous êtes clairement la version web. La brique dont on a besoin. Manque, quoi. Ouais. Et donc, parlons-nous. Et en fait, ça allait très vite. Et voilà. D'accord. Ah, c'est trop marrant. Et par ailleurs, pardon, c'était aussi... Ils amorçaient la plateformisation de Fortnite et ouvrir Fortnite à la création de jeux third party. Par des studios indépendants qui peuvent utiliser. Donc c'est UEFN qui est sorti, donc c'est l'Unreal Engine Editor appliqué à Fortnite qui est sorti il y a 1 an. Ouais. Et pour faire UEFN, ils avaient besoin d'une brique de librairie de contenu. Et donc nous, on est intégré dans UEFN, ce qui fait que tu peux searcher any 3D asset Sketchfab pour builder ton jeu, quoi. Donc ils avaient besoin de la techno et de la librairie de contenu. Il y avait peu de boîtes qui valorisaient vraiment les deux autant, alors qu'il y a plein d'autres boîtes qui valorisaient que la techno ou que les contenus, quoi. J'aimerais bien parler des utilisateurs de Sketchfab, et notamment sur les aspects éditeurs de jeux vidéo ou créateurs d'animation, films d'animation. Qu'est-ce que vous avez constaté chez les usages qu'ils en avaient en fait de la plateforme en général? Il y a pas mal d'usages différents parce que le fait de pouvoir reviewer des assets
sur le web, ça simplifiait les workflows de ce serait bien d'ajuster ça, ça serait bien d'ajuster ça. Mais du coup, tu peux envoyer ça un lien à n'importe qui. Tu n'as pas besoin d'être sur place, d'installer un soft, etc. Donc ça, en fait, ça smoothait beaucoup les workflows. Et il y avait, donc ça, c'était typiquement un des personas de 3D game artist. Mais il y avait aussi pas mal, la tech a pas mal aussi dérivé sur des configurateurs. C'est-à-dire que le viewer, à un moment, on a introduit des points d'API sur le viewer, un peu comme tu pourrais avoir par exemple sur YouTube où tu dis oui, stop via des scripts. Oui. Ben là, en fait, on a introduit tout un tas de choses pour pouvoir contrôler en fait ce qui se passe à l'intérieur du viewer à partir de scripts. Et du coup, ça a commencé en fait à ouvrir la porte à tout un tas de configurateurs. Donc du coup, typiquement, tu uploads un modèle 3D et puis tu dis, là, cette brique-là, en fait, à la place qu'elle soit rouge, je veux qu'elle soit bleue. Et ça, tu peux le dire de l'extérieur. Donc du coup, ça a ouvert la porte en fait à tout ce qui est configurateur, et il y a eu beaucoup de business aussi là-dessus. Et c'est typiquement maintenant, c'est devenu un classique. Tu vas sur une page web, tu as des chaussures, tu choisis leur couleur, tu changes les lacets. Enfin bon, bref, c'est pour les chaussures, c'est pour les motos. Tu as plein de dérivés de ça, quoi. Et ça, c'était vraiment un type d'usage qui est très différent de l'usage original de je upload un fichier 3D pour le visualiser en fait. Donc, on a eu pas mal d'éléments comme ça, de features qui ont été rajoutés autour du viewer et qui ont fait arriver différents types de users. Donc, typiquement, les boîtes pour le marketing. On a eu aussi toute la partie 3D scanning, c'est-à-dire que les technologies pour faire des modèles 3D à partir de la photogrammétrie, donc de photos. Ouais. On commence donc, si je sors mon téléphone et puis je réussis à prendre tout ça, je le scanne. Et hop, je peux réussir à uploader ce scan en fichier 3D sur Sketchfab. Voilà. Okay. Et donc du coup, c'est devenu aussi une destination parce que tu as un scan super maintenant, comment tu le partages à quelqu'un. Donc tu as le même sujet. Donc en fait, tu as plein de gens qui ont commencé en fait à numériser des objets de la vie réelle en fait et à les uploader. Tu as même du coup des gens qui ont commencé à les vendre, parce qu'après on a eu aussi on a fabriqué un store après. En fait, c'était quasiment un écosystème à la fin, Sketchfab. Plateforme, mais on avait deux business très différents. Enfin, un business de visualisation, un software, un viewer, un player pour voir des contenus, qui était le gros de notre business. Et après, un business de contenu donc ce business de visualisation, assez vite, en tout cas d'un point de vue monétisation, c'était pas mal dans l'affichage de produits. Et donc, on bossait avec les Nike, Yamaha, Audi, pour la customisation des produits, ou juste les afficher tout seul, ou les afficher, Le business de contenu, ça c'était beaucoup dans le jeu vidéo, l'animation. Nous, on était la plus grosse librairie de fichiers 3D. Une partie était payante, mais une très grosse partie était gratuite aussi en Creative Commons. Ouais. Et il y a énormément de YouTubers, par exemple, on était devenus presque comme Google Images, genre quand tu fais un deck, quand tu fais du marketing, sur Google Images, tu prends, tu vois, pour faire un PowerPoint, t'as besoin d'un palmier, d'un oiseau, d'une chaise, de whatever. Et là, t'as tout. Et là, les gens faisaient pareil avec la 3D pour faire des scènes, des backdrops, des univers. Et tu vois, moi, je faisais beaucoup de scans 3D. Et je faisais surtout des chaussures et de la bouffe et des voitures. Et je les mettais... Alors, la plupart, c'était gratuit, mais il y en a quelques-uns que je mettais en vente. Et j'en vendais quasiment tous les jours. Des trucs, tu vois, mon beau-frère est boucher, donc j'ai scanné dans sa boucherie un train de côte, donc c'est une carcasse de viande comme ça, et que j'avais mis à vendre. Je disais, mais qui va acheter ça? Ce truc, je le vends, mais une fois par mois. Alors c'est $4, c'est pas très cher. C'est étonnant. Et c'est des gens random, un mec qui fait un reportage sur la viande, et donc qui a besoin de l'asset et tout ça. Donc du coup, ça va au bout de la mission que vous étiez donnée initialement, qui était de démocratiser l'accès aux fichiers 3D, quoi. Au début, c'était que de la visualisation, et après, c'était aussi le récupérer, en fait, pour en faire ce que tu veux. Et petite question sur tous les logiciels qui utilisent aujourd'hui Sketchfab en embed. Il y a une rémunération de la part des logiciels vers vous, ou non? C'était vraiment du pur partenariat Enfin, il y a les deux, en fait. Il y a le publishing, donc tu as un outil de création 3D, et tu peux donc il y a un bouton Share to Sketchfab ou Publish to Sketchfab, donc dans Photoshop, dans Blender, etc. Et ça a toujours été gratuit, en fait. C'était rendu win-win. Nous, on vous donne la feature et vous nous donnez vos users. Et en fait, ça marchait très bien. C'est comme ça qu'on a atteint Critical Mass. Et tout le monde était content et ça a bien marché, ce modèle-là. Mais c'était pas non plus super facile parce qu'il fallait tenir pendant tout ce temps-là sans revenus conséquents, nous, on avait etc. de l'argent, ce qui nous permettait de focus juste sur l'adoption. Quand on s'était vu, d'ailleurs, vous étiez en train de passer à la monétisation.
sur New York. Et je me souviens, il y avait quand même un peu le stress. Ça change. Mais bon, il y avait quand même bonne ambiance au bureau. On pouvait tester les premiers casques de VR et tout. Non, mais donc du coup, bravo déjà pour ce chemin parcouru. Du coup, Epic Games, de l'intérieur, finalement, on se rend compte de la machine que c'est. Est-ce que la vision de Tim, de ce qu'il veut faire, donc il y a eu la vision du métaverse, qui est un peu retombée depuis, en tout cas dans les usages, on va dire. Qu'est-ce qui est spécifique dans ce que veut faire Epic dans l'avenir, quoi? Parce qu'ils vous ont intégré, maintenant il y a toute l'équipe qui est là-bas, etc. Mais finalement, vous rentrez aussi dans une vision plus long-termiste. Oui, en fait, Epic, alors déjà, ils n'ont pas vraiment abandonné le métaverse, ils utilisent peut-être moins le terme, mais en fait, c'est toujours quand même la même vision. Ouais. Et j'entends par là, excuse-moi, mais c'est vrai qu'au fond, c'est un métaverse, quoi. Sur Fortnite, t'as des... T'es le plus proche d'un métaverse. C'est un réseau social en réalité. Les gens se connectent, jouent ensemble, mais c'est surtout pour échanger, créer des liens, avoir des expériences communes. Enfin, on est clairement là-dedans, quoi. C'est pour ça que c'est addictif au fond. Donc je reviens, mais excuse-moi. En fait, grosso modo, Epic, ils ont plusieurs sources de données 3D. Ils ont Quixel, ils ont UE Marketplace, ils ont Fab, ils ont ArtStation. Et là, l'idée, c'est un petit peu de consolider un peu tout ça, en fait. C'est un peu ça l'objectif. Et donc, nous, on fait partie de... Donc, c'est un peu... c'est ce qui a été annoncé à la GDC l'année dernière. Donc, mais oui, c'est vraiment ça l'objectif, en fait, de ce qui est en train d'être fait là. Bon, en tout cas, c'est une boîte qui est très impressionnante, ça c'est clair. Les États-Unis, ça vous manque ou pas? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Non, je suis bien en France. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait revenir en fait, ou aussi ou quitter les États-Unis en fait? C'est vrai qu'il est pas parti. Moi, je suis parti 3 mois pour Techstar, mais je suis pas. Je suis pas resté. Et puis en plus, j'avais 2 petits en France parce que ma femme était à Paris. L'équipe Dev était à Paris. Et l'idée, c'était pas vraiment de la bouger, quoi. Non, c'était vraiment la bonne chose à faire pour la boîte et c'était très clair pour moi et pour nous que si on restait en France, on ne voulait pas être le Viadeo du fichier 3D, quoi. Ouais. Et donc, et c'était clair que si on n'avait pas bougé aux US, quelqu'un d'autre que nous serait devenu Sketchfab. Et alors qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'on est une boîte française et on est devenu le leader sur notre marché de façon contestable. Et ça, c'est grâce aux US. Ça nous a permis de lever de l'argent, d'être intégré partout, etc. C'était une étape indispensable pour aller pour devenir la plateforme dominante, quoi, c'est sûr, quoi. Il y a zéro regret en fait sur ce move, même si tu as perdu quelques cheveux et tout ça. Non, mais après j'ai adoré New York, mais j'y ai vécu presque 10 ans. J'ai 3 enfants qui sont nés là-bas et c'est pas la ville idéale pour monter une famille. Et puis on a eu le Covid, l'élection de Trump, pas mal d'événements. Et toi, nos familles, les parents qui vieillissent, etc. Et donc, il y a un moment où on se dit, soit je reste à vie, soit je rentre, quoi. Et en fait, rester à vie, tu vois, mes enfants qui s'américanisaient vachement, et moi, je voulais qu'ils soient français, quoi. Revenons ici. Non, mais c'est... Mais c'est dur de quitter New York, parce que c'est le centre du monde, quoi. Ouais, clairement, c'est le centre du monde, ouais. Mais pour revenir sur le début, clairement, si on n'avait pas fait Techstar, ça aurait été quand même ultra compliqué, hein, parce que les financements en France, en Europe, c'était quand même à l'époque, c'était quand même pas folichon. Et c'était pas possible de faire du revenu rapidement en fait avec la tech à cette époque, quoi. Ouais, c'est ça. On aurait été cantonné, c'est vraiment la malédiction française. Mais avant de lever, on s'était mis à faire de la presta par-dessus le produit. En fait, ce que faisaient tous les gens dans la 3D, et ce que font plein de boîtes dans la tech, et tu commences à faire de la presta, et du coup, tu peux pas investir dans ton produit, et tu te retrouves avec une agence, une glorified agency. Et il y avait plein d'autres boîtes dans la 3D qui sont juste devenues des boîtes de presta, et pas pouvoir investir dans leurs produits, quoi. Ouais, c'est la stratégie que vous voulez pas adopter, quoi. Donc, il fallait faire ce pas en avant. Quitte à pousser les portes, comme avec... mais si ça marchait, c'était mieux, quoi. Zilla, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais bravo pour tout ce parcours. J'ai des petites questions, mais qui sont d'ordre sur votre décryptage
du monde actuel, en tout cas sur la 3D notamment. Est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez vu, si ça le fait rire Cédric, est-ce que vous avez vu apparaître des initiatives dans la 3D, soit au service des artistes 3D finalement, soit vraiment purement technologie dure, qui, grâce à l'IA, font avancer les choses. Je pense à Kaidim par exemple. Visiblement, tu peux uploader un fichier 2D et puis ça te crée un fichier 3D avec les mèches, etc. Parfois même le rig. Au tout début, moi j'avais regardé ça parce qu'ils avaient fait Y Combinator et j'avais trouvé ça assez impressionnant dans l'idée, mais dans le fait, ça marchait pas bien. Et là, ils ont fait des versions nouvelles qui commencent à avoir un certain rendu assez impressionnant. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu des choses passer. Ouais, alors moi j'ai pas vu les derniers trucs, donc mon opinion est probablement pas complètement à jour, mais de ce que j'en ai vu, c'est que oui, ça génère des choses, mais des choses qui sont utilisables en prod de bonne qualité avec de la data bien faite pour du temps réel, c'est pas simple quoi. Les matériaux, le PBR, machin, comment ça marche avec la lumière. Enfin, il y a quand même beaucoup de détails en fait qui sont complexes encore aujourd'hui à générer. Maintenant, j'imagine que ça va s'améliorer, mais moi j'avais fait quelques tests avec. Il y en avait un qui était sur Discord, donc j'avais tapé, j'en avais essayé plusieurs, j'avais tapé mouton plein de laine, tu vois. Et grosso modo, donc il te sort en fait une image. Après, il passe ça en fait. D'ailleurs, j'ai uploadé le modèle sur Sketchfab. Donc, il te sort en fait une première image. Il passe ça dans une moulinette. Ça fabrique un modèle 3D. Et quand tu regardes la topo du modèle 3D, c'est ultra crade. C'est des vertex color. Enfin, donc, je sais pas là si maintenant les derniers trucs que tu cites, ça fonctionne bien. Mais la data 3D, c'est encore pas simple. Et d'ailleurs, en fait, ils ont plutôt tendance, pour les générer, à passer par de la 2D que de la vraie 3D, quoi. Oui. Mais bon, voilà. Oui, il y a plein de boîtes qui se lancent là-dessus, donc ils font de la 2D to 3D. Moi, j'en vois une nouvelle par semaine. Ouais. Et c'est sûr que ça va, petit à petit, ça va arriver à faire des trucs bien, quoi. Ouais, il y a beaucoup d'équipes. Entre, tu vois, ça dépend ce dont tu as besoin, mais tu vois, tu as besoin d'un chat, par exemple, et donc tu vas faire un prompt. Ça va te mettre 1 minute 30 à sortir un chat crasseux, où tu vas searcher un chat sur SketchUp et tu vas avoir 2000 chats de qualité et tu vas pouvoir choisir. Et qui ont été créés par des artistes. Voilà. C'est vrai que quand tu fais la comparaison des deux, aujourd'hui, il n'y a pas photo, quoi. Après, il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même des outils intéressants qui se mélangent avec la 3D sur l'IA. C'est typiquement, tu peux faire un modèle 3D, changer d'orientation, utiliser de la 2D, avoir des variations. Enfin, tu vois, ça peut s'intégrer en fait et avoir de la plus-value, mais c'est différent. En fait, c'est dans le workflow de création. Ouais, c'est pas forcément pipeline de création, voilà. Quoi. Ouais. C'est pas forcément dans je génère un modèle qui est ultra moumoute, qui va en prod et qui est top. C'est plus dans ok, ça m'aide dans le workflow de création, donc je suis plus rapide à faire des itérations, des variations. Ça, je trouve que c'est potentiellement intéressant. Et puis après, tu en as aussi qui font ça sur des matériaux purs où tu peux fabriquer des variations, des choses comme ça, plus localisées. Mais j'ai pas encore vu de truc où je me dis non, mais là, c'est prêt, quoi. Ouais, ok. Mais après, Après, on est au tout début. On va voir les choses évoluer et on se rendra compte de si on était dans le juste ou pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour finalement améliorer l'expérience de création, tu peux rajouter des petits designs, mais il faut quand même se tenir au courant de ce qu'il y a et puis il faut les intégrer à ton propre pipeline. C'est vraiment encore trop jeune pour s'en rendre compte, quoi. Est-ce que vous avez des projets futurs à partager avec nous ou pas, ou est-ce secret Moi, pour l'instant, mon futur, c'est de faire en sorte que Fab fonctionne et donc l'agrégation des différentes marketplaces soit réalisée chez Epic Games. Donc, tu as la tâche. Voilà. Ouais, mission en cours. Je suis en it. Alban. Moi, j'ai quitté Epic il y a 3 jours. Ah, ouais. Et donc, plein de projets, mais rien de précis. Exploration, des nouvelles. Donc, une vraie page qui se tourne pour toi. Page qui se tourne après 12 ans. Voilà, belle page qui se tourne. 12 ans, donc qui était plutôt un roller coaster aussi que. Globalement, on a quand même promenade tranquille. Non, c'est pas facile, mais on n'a pas eu beaucoup de gros down, quoi, parce que ça a toujours. Il y a eu des moments chauds, mais chaque jour, il y avait plus de users que le jour d'avant, en fait. Et donc, quand le truc, il fait que monter. T'es confiant, ouais. Tu te dis, il y a un truc, tu peux pas le lâcher, quoi. Ouais.
Et tu dis que tu fais quelque chose pour des gens, tu fais vraiment... Et puis on avait le meilleur produit du marché, donc ça c'est quand même vachement plus facile. Enfin, c'est pas facile, mais en gros, quand on pitchait les boîtes, voilà, on était très persistants, mais on arrivait à ouvrir les portes. Les gens étaient toujours curieux de nous rencontrer. Et après, quand on s'est mis à monétiser, qu'on pitchait les Nike, etc., j'ai quand même un consensus pour dire qu'on avait le meilleur rendu, qu'on était le plus rapide, qu'on était intégré partout. Et donc, c'est pas dire qu'on closait tous les deals, mais ouais, donc c'était un truc qu'on était fiers de vendre. C'était pas comme si on était la troisième solution d'emailing. Similaire, etc. Ouais, je vois très bien. Vous étiez content du produit que vous mettiez. C'était le meilleur, et c'était sexy, c'était graphique, c'était state of the art, c'était bien, quoi. Et alors, je reboucle juste avec vos questionnements du début, enfin, le questionnement du début qui était qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience. Du coup, toi, c'était sur la distribution. Là, tu as fait un grand pas justement sur la distribution. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé apprendre plus rapidement? Et ça, je dis ça pour tous les aspirants entrepreneurs finalement qui pourraient écouter le podcast. Est-ce qu'il faut vraiment se dire, mettons l'accent tout de suite sur la distribution de notre produit? En fait, c'est aussi important que le produit, et c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Nous, ce qui a vraiment été un déclic, c'est nos users qui nous ont montré la voie. C'est que je pense que c'est arrivé en 2014, le plugin Blender. C'est un user qui s'est dit moi, je veux simplifier mon workflow de Blender à Sketchfab, donc je vais faire un add-on Sketchfab for Blender. Et donc c'est lui-même qui a utilisé notre API. Alors là, on a été bon, enfin pas moi, mais Cédric et PA, d'exposer très tôt les API pour que les gens puissent builder par-dessus. Et donc on a juste dit, on sait pas ce qui va se passer, on expose les API, comme ça les gens peuvent geeker par-dessus, on verra ce qui va en sortir. Et donc là, on a un premier user qui a fait un script qui permettait d'ajouter un plugin dans Blender pour publier sur Sketchfab. Et là, on voit ça. Et alors, c'était merveilleux parce que donc, c'est lui qui l'a fait, pas nous. Et donc, ça nous a rien coûté. C'est lui qui l'a distribué à la communauté Blender. Et donc, ça permettait de marketer Sketchfab à la communauté Blender. Et ça simplifiait le workflow de tous les users Blender. Et en fait, c'était un peu un déclic. Tu vois, comme quand tu fais une vidéo sur ton iPhone, tu as envie de pouvoir la publier sur YouTube directement depuis ton iPhone. Et on s'est dit, mais si on peut faire ça pour tous les logiciels 3D, c'est un boulevard, quoi. Et en fait, on a été ultra méthodique sur faire Blender, 3ds Max. Et moi, j'ai passé, c'était les 50% de mon temps, c'était faire ces... Discuter avec les boîtes en face pour les intégrations. En fait, il y a une infinité de logiciels. Et tous les tools de capture 3D, même les moteurs de jeu, tu vois, on a pitché Minecraft, etc. Et 10 ans plus tard, on a intégré dans plus de 100 outils de création 3D. Et à la fin, ça s'était inversé. C'était les outils qui nous contactaient parce que pour eux, c'était important qu'il fallait avoir le publish sur Sketchfab. Ouais, mais ça te donne accès à du contenu directement, donc c'est top, quoi. Alban, Cédric, je vous remercie infiniment d'être venus sur The Anima Show. Comme j'ai l'habitude de dire, on parle de tout dans The Anima Show, d'animation, mais aussi des technologies qui sont derrière et de tous les aspects de cette industrie. Donc merci infiniment, ça m'a fait très plaisir de parler avec vous. Merci à toi. Et bonne continuation. Merci.